Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. Les titres de ce 17 septembre. À Tours, plus de 200 notaires se mobilisent contre la réforme des professions réglementées. Ils craignent de voir leur travail décrédibilisé. On les écoute dans quelques secondes. La ville de Tours inondable à 70%. Zoom ce soir sur la Grande Île aux Carres, la zone la plus sensible où vit une centaine d'habitants. Et puis quel millésime pour 2014. L'été indien fait de belles promesses aux vignerons. Le laboratoire de Touraine lit l'avenir de leur vin dans leurs grains de raisin. Bonsoir à tous. Les notaires dans la rue, ils étaient près de 200 à manifester devant la préfecture cet après-midi. Vous le savez, ils protestent contre le projet de réforme des professions réglementées et regrettent le manque de concertation, le risque majeur pour les notaires, décrédibiliser leur travail. On écoute un notaire honoraire et puis le vice-président de la Chambre des notaires d'Indre-et-Loire qui a été reçu cet après-midi par la préfecture. Cette profession qui est basée sur la sécurité, la confiance, enfin des choses que tout le monde connaît depuis des décennies, eh bien tout ça risque d'être balayé au profit d'on ne sait pas quoi, une nouvelle organisation peut-être, des nouveaux professionnels, lesquels, on ne sait pas, quelles garanties ils offriront, on ne sait pas non plus. Nous sommes, comme l'on dit souvent, le juge de paix, le juge familial. Nous recevons les familles dans nos bureaux et nous prévenons un nombre considérable de difficultés. À une heure où on nous explique que les tribunaux sont engorgés et qu'il s'agit de les assister, le notariat est le partenaire idéal pour cela, ayant l'habitude de finaliser des contrats et d'arriver à des accords familiaux. Et pendant ce temps, les huissiers votent la suspension du mouvement de grève initié lundi. La Chambre nationale des huissiers de justice s'est dit aujourd'hui satisfaite à l'issue de sa rencontre avec le ministre de l'économie Emmanuel Macron qui rappelait ce matin l'objectif du gouvernement, aider les professions réglementées à se moderniser pour rendre les choses plus faciles dans ce pays. Tempête Xynthia, alors que le procès s'est ouvert au Sables-d'Olonne en début de semaine après la mort de 29 habitants, on s'interroge ce soir sur les risques d'inondation à Tours. Vous le savez, la ville est inondable à 70%. Zoom sur la Grande Île aux Carres, où vit une centaine d'habitants. Au-delà des risques, quels sont les dispositifs de prévention? On voit tout cela avec Romain Delville. Gabriel Lopez habite sur la Grande Île aux Carres depuis 1956. Pour lui, avoir la Loire comme voisine est un plaisir quotidien et pas une inquiétude. Sauf qu'à partir de 3,40 m de crue, son habitation est en première ligne. Ce fut le cas par exemple en décembre 2003. Hier dans le jardin, là, je marchais, je me suis enfoncé dans la terre parce que je ne pensais pas jusqu'aux genoux. Là. Mais sinon, on a relevé tous les meubles dans le garage et tout ça, enfin le congélateur. Mais sinon, il n'y a rien eu de grave, quoi. Le quartier, le mini-village de la Grande Île aux Carres, de l'allée des Cerisiers à l'allée des Aubépines, comporte une quarantaine d'habitations, une petite centaine d'habitants. L'île, investie à partir de la moitié du 19e, ce sont surtout des jardins familiaux, charmants et à la fertilité accrue par la proximité du fleuve Royal. Et c'est justement au 19e siècle que les crues exceptionnelles, centenales, ont été les plus fréquentes avec 3 crues en 30 ans, 1846, 1856 et 1866. Une situation pas prête de se reproduire pour ce géographe. Compte tenu des aménagements qui ont été faits sur le bassin de la Loire au cours du XXe siècle, notamment des barrages amont de Naussac et Villerest qui peuvent faire des réserves d'eau en cas d'inondation, une crue centenale a aujourd'hui une fréquence plus rare, c'est-à-dire elle revient sous tous les 140 ou 150 ans. Et surtout, alors que le procès Xynthia commence, aucune comparaison ne peut être faite entre la Faute-sur-Mer et la Grande Île aux Carres. Question de prévisibilité et d'intensité de submersion. Il n'y a rien à voir entre des crues catastrophiques liées à des tempêtes littorales et la dynamique d'une crue fluviale qui est beaucoup plus lente et prévisible. Un système d'alerte très performant existe aujourd'hui sur le bassin de la Loire, organisé à partir d'Orléans, et une crue est annoncée plusieurs jours à l'avance. Le plan de prévention des risques d'inondation du Val de Tours, édité par les services de l'État, est en cours de révision et devrait sortir en 2015. Au niveau de la commune de Tours, les données sont claires. Au cœur de ville, entre la Loire et le Cher, une crue exceptionnelle inonderait la cité. La population serait prévenue 72 heures à l'avance.
À ce moment-là, il faut que les gens s'équipent de choses basiques, c'est-à-dire des bouteilles d'eau, c'est-à-dire des lampes électriques avec des piles, c'est-à-dire voilà, une radio pour qu'on puisse communiquer, pour que les gens puissent écouter les messages envoyés soit par les préfectures, soit par les... Vous voyez, donc il y a des équipements comme ça de base qui ne coûtent pas trop cher et puis qui permettent déjà de maîtriser dans un premier temps la situation. Sur la Grande Île au Quart, aucun permis de construire ne peut plus être accordé, mais les habitations comme les terrains peuvent se vendre sans que la mairie n'opère son droit de préemption. Manuel Valls a donc obtenu la confiance de ses députés hier. Le résultat du vote, vous le savez, laisse entrevoir les failles d'un gouvernement fragilisé. Jean-Marie Beffara a voté pour, Jean-Patrick Gille aussi, après avoir lourdement tergiversé. Laurent Baumel, lui, s'est abstenu dans la pure tradition d'un frontiste. À droite, nos députés ont tous voté contre. Quelles sont leurs analyses ce soir? Audrey Champigny leur a posé la question. Malgré un discours habile et convaincant sur la forme, Manuel Valls n'a pas réussi à rassembler ses troupes dans le giron majoritaire. Le député Laurent Baumel, fidèle à son rang de leader des frondeurs, s'est abstenu, tout comme 30 autres députés socialistes, au grand regret de certains. Un député qui écoute un discours, qui vote sur la confiance, on n'est pas dans le jury de The Voice, on n'apprécie pas une performance. La performance peut être bonne, mais la question pour nous, c'est est-ce que la politique est bonne? Donc on juge une politique, on juge des actes concrets. Moi j'ai entendu un Premier ministre qui a été offensif et volontaire sur la réorientation de la politique européenne. Il me semble que, même si M. Baumel ne le dit plus aujourd'hui, c'était une de ses demandes, et donc elle est aujourd'hui satisfaite. La réorientation de l'Europe est engagée et il faut qu'on ait un gouvernement français, un président de la République fort, soutenu par une majorité pour pouvoir aller plus loin. Donc avant de trouver les réponses qui ne sont pas dans le discours, je souhaiterais que ceux qu'on appelle aujourd'hui les frondeurs expriment clairement leurs demandes. Sur les 289 députés PS, 253 ont voté pour, comme Jean-Patrick Gille, qui même s'il avoue avoir été tenté par l'abstention, a voté par solidarité avec sa majorité. À droite, pas de surprise, le député UDI Maurice Leroy ainsi que le député UMP Philippe Briand ont voté contre. Aucun changement notable selon eux. Ce qui m'a fait voter contre, c'est que dans la présentation du Premier ministre, on a une redite de la dernière fois et finalement on n'a rien de concret. Voilà. Et que si le discours est intéressant pour l'exercice verbal que ça représente, il n'y a rien de présenté concrètement sur les réformes qui vont être engagées. Et le Premier ministre a un exercice compliqué pour arriver à souder sa majorité. Et on voit bien aujourd'hui que dans la majorité parlementaire, vous avez un écart grandissant entre deux groupes de députés, des députés qui sont plutôt sociodémocrates et des députés qui sont beaucoup plus à gauche, et ça ne permet pas au pays d'avancer. Depuis le 8 avril, où il avait obtenu le soutien de 306 députés, Manuel Valls a perdu la confiance de 37 élus de son propre camp. Une fracture historique dans une majorité gouvernementale socialiste. Coup de couteau dans le quartier du Sanitas à Tours. La petite fête entre voisins tourne mal. L'incident s'est produit dans la nuit de lundi à mardi. Un homme âgé de 47 ans asséné de 2 coups de couteau son voisin de 29 ans. Au cœur de la dispute, une femme. Le PDG de Saint-Tron, Robert Moore, condamné aujourd'hui à 6 mois de prison avec sursis à une amende totale de 43 500 €, notamment pour mise en danger de la vie d'autrui. L'usine de produits chimiques basée à Zouer en Touraine, en Indre-et-Loire, a connu de nombreux accidents chimiques, vous le savez. On compte 13 arrêtés de mise en demeure sur la période 2005-2010. L'été indien de bon augure pour les vignerons. Après 2 années noires pour la profession, on se souvient des pluies de grêle qui avaient ravagé des pans entiers de vignes à Vouvray notamment. Les futures vendanges devraient tenir de belles promesses. Et pour en avoir le cœur net bien assez tôt, une centaine de viticulteurs confient les grains de raisin au laboratoire de Touraine. Passé au crible, un outil évidemment précieux pour les vignerons. Aurélie Renaud. Depuis le 15 août, c'est une scène habituelle dans le service œnologie du laboratoire de Touraine. Dans ces bocaux, des grains de raisin en provenance de toutes les appellations du département. Objectif, en extraire le jus pour faire une sorte de scanner à destination des viticulteurs. Nous analysons semaine après semaine ces raisins afin de déterminer quel est le moment le plus propice pour faire la vendange. Alors cette date de vendange dépend bien sûr du type de vin. On peut aller d'une simple maturité, une bonne maturité, jusqu'à de la surmaturité pour des vins moelleux par exemple.
En à peine 12 heures, Benoît Gauthier a reçu les résultats de cette parcelle de chenin. Un cépage qui demande une belle maturité pour être vendangé. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce viticulteur de la Haussée-Vouvray a le sourire. Les taux de sucre sont bons, le raisin est gorgé de soleil. Le mois de septembre, comme on le vit aujourd'hui, c'est un pur bonheur. On ne peut pas espérer mieux. Ça fait 3 semaines qu'on a un temps sec légèrement venté, donc aucune trace de pourriture. On aurait presque oublié le printemps humide, la floraison difficile en juin et l'été qui n'en était pas un, apportant son lot d'inquiétudes liées au mildiou. Septembre sonne comme une sorte de rattrapage, mais attention, pas question d'abandonner les tableaux d'analyse du laboratoire. La réponse de l'analyse que j'ai commandée auprès du laboratoire va me permettre de décider la vendange au jour près afin de pouvoir conduire la vinification le plus précisément possible. Est-ce qu'à 1 ou 2 journées près, ça peut tout changer sur le millésime ? Ça peut changer quand on a des risques climatiques, style un orage qui peut arriver. Donc là, on peut agir, faire la vendange plus ou moins rapidement. Petit à petit, Benoît Gauthier se prépare. Selon lui, son chenin blanc pourrait être vendangé d'ici une dizaine de jours. 3500, c'est le chiffre record du marathon Touraine-Loire-Vallée. Les inscriptions sont clôturées, 3500 inscrits. Un succès inattendu pour cette première édition et un rendez-vous désormais incontournable pour les marathoniens de France. Dimanche 9h, départ, place Anatole France. Esteban Salès en arrêt de travail pour 8 jours. On l'a appris il y a quelques heures. Le gardien de but du Tour FC s'est fait agresser par 2 individus alors qu'il était au bord de sa voiture dans les rues de Tours. L'incident s'est produit il y a quelques jours. Le joueur âgé de 20 ans souffre d'une fracture au nez. Puis en basketball, c'est bien mieux. Les joueurs de l'ADA Blois regardent ardemment la Coupe de France. Ils se sont imposés hier soir face à Évreux 68-62 au Palais des Sports de Blois et recevront Paris-Levallois en 16e de finale de la Coupe de France. La rencontre devrait avoir lieu le mardi 30 septembre. Coup d'envoi du match, 20h. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'invité de la rédaction, il vient de prendre ses fonctions, le tout nouveau lieutenant-colonel, commandant de la gendarmerie d'Indre-et-Loire. À tout de suite.